Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'éducation positive ou éducation bienveillante dont je parle souvent dans mes épisodes. Alors l'éducation positive, c'est quoi ? Eh bien, c'est élever, vraiment au sens profond et noble du terme. Élever ses enfants, les faire grandir, les encourager en les guidant, sans violence, sans punition, sans châtiment, sans les contrôler. C'est se mettre à leur hauteur, les comprendre, tout en leur apportant un cadre avec des limites, des refus, des frustrations, mais tout ça dans la bienveillance, dans l'écoute et la communication. Et de cette façon, vous les rendez autonomes, confiants et à leur tour, évidemment, bienveillants. Les opposants à cette méthode, et il y en a beaucoup, disent qu'on en fait des enfants rois ou des enfants tyranniques parce qu'on dit oui à tout, qu'on leur cède tout, etc., etc. Mais pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Encore une fois, l'éducation positive, c'est pas les laisser faire n'importe quoi. Il faut des cadres et des limites. Mais il s'agit simplement de les considérer en tant qu'êtres humains à part entière, en comprenant qu'ils passent nécessairement par des étapes dans leur construction, pas facile pour les parents, certes, et que leur cerveau n'a pas la capacité, la maturité à gérer leurs émotions, leurs peurs et leurs impulsions. Et notre rôle, c'est de les aider, de les guider de la meilleure façon qui soit. Alors c'est sûr que c'est plus simple de leur donner une bonne fessée et d'avoir la paix après, qui sera de courte durée, évidemment. Mais quand on fait ça, ça ne prouve qu'une chose, c'est qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, on est incapable de gérer une situation qui nous dépasse. Donc, on frappe, on punit, on humilie, on exerce en toute impunité notre toute puissance en étant convaincu que c'est la bonne manière. J'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes sur les raisons qui nous poussent à agir ainsi, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais tout ce que ça dit de nous en nous comportant ainsi, c'est que nous sommes défaillants. Nous passons complètement à côté de notre rôle de guide, d'accompagnant, de parent. J'ai pris une très mauvaise habitude qui est celle de me promener sur TikTok. Ouais, j'avoue, j'en suis pas trop fière, mais bon, c'est comme ça. Je me suis créé un compte pour mon podcast, tout simplement, et puis évidemment, j'y passe un peu de temps. Oh, il y a de l'orage, un peu trop même, et j'y vois des choses qui me dépassent. Et l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'un homme, un cuisinier, visiblement assez connu, qui justement se moque tout en cuisinant de cette fameuse éducation positive et qui dit que oui, bon, frapper un enfant, c'est pas bien, mais une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et il se vante, entre guillemets, que lui, enfant, a reçu des coups de ceinture, je crois que c'était des coups de ceinture, et il rit en racontant cette histoire en disant qu'il n'en était pas mort, et en justifiant même ce geste en disant que c'était normal parce qu'il était dur. Vous voyez à quel point ces habitudes sont ancrées en nous ? C'est dingue quand même, Il est convaincu qu'il a mérité ses coups de ceinture pour la raison qu'il était dur. Donc dur, j'imagine que c'est qu'il était peut-être désobéissant ou qu'il faisait des bêtises, parce que quand on est enfant, c'est quoi être dur ? Et c'est quoi faire des bêtises ? Quelles bêtises peuvent-elles être si terribles qu'elles méritent un châtiment corporel ? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire de si horrible à tel point qu'il doit en recevoir des coups de ceinture ? Sommes-nous restés au Moyen-Âge ? Vous savez, à l'époque, on recevait des coups de bâton, des coups de fouet quand on avait volé ou fait quelque chose de répréhensible aux yeux de la loi, ou parfois simplement aux yeux du châtelain qui édictait ses propres lois, comme ça, c'était plus facile. Alors c'est drôle parce que ça ne se fait plus depuis longtemps, bien évidemment, on a évolué, heureusement, mais pourquoi ces habitudes sont-elles restées dans l'éducation des enfants ? Flo, voyons, pour leur apprendre. Comment veux-tu qu'ils comprennent quand ils ont fait une connerie ? Ou comment veux-tu qu'ils apprennent ce qu'ils doivent faire ou pas faire ? Ah, pour leur apprendre. Ok, je comprends.
Donc moi, quand j'arrive dans un nouveau boulot, quand j'apprends mes nouvelles tâches et que je me trompe, si je suis ce raisonnement, logiquement, mon chef va me mettre au coin. Et puis si je refais la faute, là, il va me frapper, peut-être même avec des coups de ceinture. Bah oui, puisque c'est la seule manière pour que je comprenne et que j'apprenne. Ça fait sourire, hein? Ouais, on n'imagine pas que ça puisse arriver aujourd'hui. Mais par contre, le faire à nos enfants, ça nous pose aucun problème. Mais pourquoi c'est si ancré dans notre société? Alors que dans certains pays, dans les pays nordiques notamment, qui sont bien plus en avance que nous, et pas que sur ce sujet d'ailleurs, la loi interdit les châtiments corporels depuis les années 80. L'éducation positive ne fait même plus débat et l'enfant est considéré comme un individu, un être à part entière qui a des droits et ses droits sont respectés. Dans beaucoup de cultures autochtones, en Afrique par exemple, le rôle de la communauté est important dans l'accompagnement de l'enfant, parfois même plus que les propres parents. Certaines cultures considèrent d'ailleurs que les parents sont trop jeunes pour éduquer et accompagner l'enfant et le relais est pris par les plus âgés, les plus sages. L'enfant n'est pas considéré comme la propriété du parent, mais là aussi comme un individu à part entière. Je lisais dernièrement un article dans Science et Avenir qui justement parlait de ces tribus qui vivent encore protégées du monde extérieur, des chasseurs-cueilleurs comme les Bushmen par exemple, et comme nos ancêtres, et qui étaient des chasseurs-cueilleurs, et qui ont encore cette culture de l'éducation communautaire très ancrée. Il y a un proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et dans ces tribus, un enfant, de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit indépendant, ne dépend pas que de la responsabilité de ses parents, mais de la communauté tout entière. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont enlevés aux parents, pas du tout, mais l'article indique que, durant une journée, l'enfant est en contact avec 15 personnes différentes. Le journaliste qui a mené cette étude dans l'une de ces tribus expliquait qu'aucun enfant, en cas de crise de pleurs, n'était réprimandé, que la réponse apportée était apaisante et qu'elle ne venait pas forcément de la mère, mais d'un membre de la communauté disponible à ce moment. Ce qui décharge grandement la maman, qui se sent pas seule du coup, qui est elle aussi accompagnée dans son rôle, qui est soulagée. Quand on voit à quel point c'est difficile pour une maman dans notre société, quand elle rentre chez elle après l'accouchement seule avec son enfant, on a des leçons à prendre quand même, parce que le papa il est là pendant son congé paternité, ok, mais après, elle est seule, elle est complètement démunie et pas du tout préparée. D'ailleurs, les auteurs de l'article indiquent aussi que les modes de garde d'aujourd'hui ne sont là que pour permettre aux parents de travailler, mais pas pour les soutenir, alors que ça devrait leur permettre d'avoir une véritable pause. Et ils précisent que depuis la préhistoire, les parents n'ont jamais été soumis à la pression qu'ils subissent aujourd'hui en termes de manque de soutien. Sauf chez ces quelques tribus, ces peuples qu'on appelait les sauvages il n'y a pas encore si longtemps, mais qui sont les vrais sauvages? Eux ou nous, peuples soi-disant civilisés? Et nous sommes des chasseurs-cueilleurs, je le disais tout à l'heure. Toutes les sociétés humaines étaient des chasseurs-cueilleurs. Et nous avons évolué. Pas forcément dans le bon sens. Et ce qui est intéressant également de constater, c'est que dans ces tribus, le taux de criminalité et de violence est incroyablement bas. Et dans les pays nordiques, c'est pareil. Et quand vous étudiez de près les points communs de tous ces pays, c'est l'éducation. Alors oui, il y a d'autres facteurs comme la justice qui passe par la réintégration, une plus grande justice sociale aussi, le système scolaire, etc. Mais ce sont des hommes et des femmes à la base qui ont mis ces systèmes en place. Et ces hommes et ces femmes ont reçu cette éducation positive, c'est culturel chez eux. À partir du moment où l'enfant est élevé dans l'écoute, la bienveillance, la communication, le respect, adulte, il se comportera de la même façon. Bon, oui, ils ont leur lot de problèmes aussi, la pression sociale y est assez importante, donc il y a encore du travail, mais les fondations éducatives sont quand même très intéressantes et surtout elles ont fait leurs preuves. Regardez l'histoire du monde, les guerres, la violence, les dictatures. Regardez ce qui se passe dans le monde encore aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment évolué? Alors oui, en technologie, en confort de vie, pour certains, pas pour tout le monde, mais à part ça, en quoi on a progressé? En quoi on vit mieux? Et sans faire de politique, parce que c'est pas le propos ici, mais quand je vois l'homme le plus riche de la planète faire ce qui s'apparente quand même dangereusement au salut hitlérien, il y a quand même un sacré dysfonctionnement.
Alors, le côté positif quand même, c'est cette prise de conscience depuis une trentaine d'années et cette recherche de bien-être mental. Et quand on regarde toutes ces nouvelles thérapies qui voient le jour, en plus des thérapies traditionnelles, on voit bien quand même que ça va pas. Sinon, il n'y en aurait pas autant, les gens ne consulteraient pas autant. Les gens ne vont pas bien. Et qu'ils veuillent aller mieux, c'est génial, mais qu'est-ce que ça vient dire? On voit bien que l'éducation pratiquée jusqu'à aujourd'hui fait de nous des adultes en quête de mieux-être et des parents, du coup, défaillants. Et là, vous allez me dire: «Oh Flo, tu nous saoules, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, des guerres, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. C'est dans la nature de l'homme, c'est comme ça». Et là, je vous réponds: «Ben oui, mais ça prouve bien qu'il y a un truc qui va pas». On est conditionné depuis tellement longtemps dans un système archaïque dont on a du mal à sortir parce que justement tellement ancré en nous qu'on a oublié qui on est vraiment, des êtres d'amour inconditionnel. Oui, je sais, je le répète pratiquement dans chaque épisode, mais marteler et répéter est le seul moyen pour qu'on s'en souvienne. Alors on va l'entendre, on va bien en prendre conscience pendant 5 minutes, allez 10 minutes, et puis après on retourne à notre vie quotidienne et on l'oublie, et on retombe dans le mental, dans l'ego, et on recommence encore et encore. Alors on s'insurge quand même contre les violences, contre les guerres, contre cette tension mondiale qui monte de plus en plus. On a peur de ce qui se passe, on sent que ça va mal finir. Mais comment voulez-vous un monde en paix si nous éduquons par la violence ? Alors on a quand même des personnalités qui œuvrent pour la paix, on leur décerne même le prix Nobel. Super, c'est bien. On est content, ça change pas grand-chose, mais on est content. On a aussi des personnes, certaines connues, d'autres pas, qui nous parlent d'amour inconditionnel et on trouve ça formidable. Alors on va les écouter, toutes ces personnes, on va les admirer pour certaines, mais s'il y en a une qui parle un peu trop d'amour, on va sourire aussi avec condescendance. On va la traiter d'utopiste même, de rêveuse. On ira même jusqu'à la crucifier si elle va trop loin, parce que bon, t'es bien gentil avec ton discours de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, aimez-vous les uns les autres, blablabla, mais moi ça m'arrange pas trop tout ce que tu dis, disons que ça colle pas trop avec mes intérêts personnels. Mais une fois qu'on l'a crucifié, on s'est dit quand même qu'il y avait des choses pas mal dans son discours. Enfin, surtout ce que la religion en a fait derrière, avec les fausses croyances, l'enfer, le paradis, le bien, le mal, tout ça. On s'est dit que si jamais tout ça c'est vrai, on n'a pas trop envie d'y aller en enfer. Alors, depuis, certains d'entre nous vont à la messe le dimanche, histoire de se donner bonne conscience. Mangent le corps du Christ, amen. Vont confesser leurs péchés de la semaine. Allez, ouf, c'est bon, je suis pardonné, je peux recommencer. Mais quand même vont se plaindre au curé parce que les SDF à la sortie de l'église, non, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas très cohérent, tout ça. Mais quand allons-nous nous réveiller ? On a peur du monde tel qu'il est, tel qu'il devient. Mais comment voulons-nous changer ce monde si nous ne commençons pas par changer nous-mêmes ? On hésite même à faire des enfants parce qu'on a peur de leur laisser un monde chaotique. Mais changeons notre façon de les éduquer déjà. Il n'y a rien d'autre à faire. Un enfant élevé dans l'amour, la compassion, l'écoute, la compréhension, le respect deviendra inévitablement un adulte respectueux, plein d'amour et de compassion et d'empathie. Il n'aura aucune raison d'être violent. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai. Regardez d'ailleurs le profil des criminels, des assassins, des personnes violentes, incarcérées et des parents infanticides. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pour rappel, on parle souvent des femmes, et à juste titre, et c'est parfait, mais les enfants, je trouve beaucoup moins. Il faut se rappeler qu'un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les 5 jours. Tous les 5 jours, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Je ferme la parenthèse. Eh bien, tous ces meurtriers ont subi des violences dans l'enfance. Alors vous allez me dire, tous les enfants ayant subi des violences ne deviennent pas des assassins, ça n'excuse pas leurs gestes, bien sûr que non. Mais il n'en reste pas moins que leur histoire personnelle difficile a eu un impact dans leurs gestes. Il n'y a aucun cas de criminel, sauf maladie mentale bien sûr, ayant grandi dans un environnement familial serein, aimant et bienveillant. Et je n'invente rien. Tout est basé sur des faits vérifiables. Sans aller dans ces cas extrêmes de violence, mais vous savez bien qu'on reproduit les mêmes schémas de génération en génération, dans un sens comme dans l'autre. Donc forcément, en élevant un enfant comme on fait pousser un légume, en le considérant comme sa propriété, sans le considérer ni le respecter, il y a de fortes chances qu'il fasse la même chose avec ses propres enfants.
Alors qu'à l'inverse, un enfant ayant reçu une éducation positive, la fameuse éducation positive, il deviendra un adulte compatissant, aimant, empathe et reproduira la même chose avec ses enfants. Et à force, on arrivera à un monde un peu plus paisible. Un monde qui ne sera pas gouverné par le besoin de pouvoir, par l'obsession de posséder, par la jalousie, la rancœur, la colère. Un monde de paix et d'amour, comme il en existe sur d'autres planètes bien plus évoluées que la nôtre. Et c'est une prise de conscience qui devient vraiment plus qu'urgente. Elle devient même vitale. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous le même niveau de conscience, justement. On est venu s'incarner avec un plan d'incarnation et des expériences à vivre. On est venu pour expérimenter, certes, mais ça n'empêche pas l'éveil, au contraire. On est venu sur Terre avec le voile de l'oubli, c'est-à-dire que on a oublié qui nous sommes vraiment, justement pour expérimenter. Mais l'objectif d'une incarnation, c'est de se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Un être multidimensionnel, un être d'amour pur et inconditionnel. Avant de finir cet épisode, je vais l'illustrer par un exemple très très concret, très terre à terre, et là on va aller vraiment dans la matière puisque je vais parler de la Star Academy et plus particulièrement d'Ebony. Alors même si vous n'avez pas regardé, vous allez comprendre le lien. Cette jeune femme, noire, qui n'a que 20 ans, subit un harcèlement d'une violence inouïe sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, des propos racistes, ça, on n'y échappe pas quand on dit que la France n'est pas raciste, même si ça évolue heureusement, mais il y a encore du boulot. Mais pour le cas d'Ebony, ça va encore plus loin que ça. Lors de la finale, elle n'a obtenu que 35% des voix. 35%. Qu'on soit sensible à son talent ou pas, il est indéniable que les deux finalistes méritaient de gagner, en toute objectivité. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Donc je m'interroge sur cet écart qui est quand même énorme. Bon, si je résume, elle est noire, une femme noire, ça dérange un peu plus, mais pour moi, il y a un élément qui s'ajoute à ce déferlement de haine. Parce que oui, je vous assure qu'au regard des commentaires ou des vidéos à son encontre, il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Et j'ai vu des vidéos de mères de famille, de femmes de mon âge, parler de cette gamine avec une telle rage, c'est hallucinant. Et je me suis posé la question. Si elle avait été blanche, est-ce qu'elle aurait gagné ? Je crois pas. L'écart aurait peut-être été moins important, mais je suis pas certaine pour autant qu'elle aurait gagné. Pourquoi ? Ebony n'a jamais beaucoup montré sa vulnérabilité. Elle a même plutôt montré qu'elle avait confiance en elle, qu'elle savait ce qu'elle voulait, qu'elle savait où elle voulait aller. À l'inverse de Marine, qui en manquait cruellement et qui pleurait très souvent. Et on a vu des images où le père d'Ebony l'encourage à fond, où il lui donne confiance, et c'est comme ça qu'elle a été élevée. Et ça dérange. Oui, ça dérange parce que, au-delà de la haine des mots, où on a entendu pour qui elle se prend, elle a trop la confiance, redescends un peu, t'es pas Beyoncé, moi derrière tout ça, j'entends de la jalousie, de l'envie qui s'est transformée en jalousie. Rappelez-vous mon épisode sur les émotions. Une jalousie féroce qui aveugle. Parce que oui, on aimerait avoir cette assurance en fait. On aimerait avoir confiance en nous. Et en réalité, les gens s'identifient à Marine parce qu'elle leur ressemble. Et réussir quand on a confiance en soi, et je parle pas d'ego surdimensionné où on écrase les autres, non, tout simplement être en phase avec ce qu'on est, aligné avec nos valeurs et les revendiquer, être aligné, ça dérange. On veut surtout pas qu'elle réussisse. Et vous voyez, cette histoire, elle reflète parfaitement la société dans laquelle on évolue et les failles dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Un adulte bien dans ses baskets, qui a été encouragé, aimé d'un amour sain, valorisé et respecté, n'aura jamais ce genre de comportement. Il aura une préférence pour l'une ou l'autre, comme je le disais tout à l'heure, selon sa sensibilité artistique, mais c'est tout. Et dans sa vie, cet adulte est heureux de la réussite de l'autre, de son collègue, de son frère, peu importe, mais il sera heureux, sincèrement. Alors oui, mes amis, il est vraiment plus que temps de changer ça. Il est plus que temps d'offrir un monde meilleur à nos enfants, aux générations à venir.
de revoir notre conception de l'éducation et d'incarner notre rôle de parent avec amour, respect et bienveillance. Et non, c'est pas moi, Flo, derrière mon micro qui vais changer ce monde, mais je me dis que si je touche le cœur du cœur d'une seule personne, si je fais réfléchir 5 minutes, c'est déjà gagné. Voilà, c'est la fin de cet épisode sous l'orage et la pluie. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Je vous invite à le partager, cet épisode, vraiment. Hein. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast si ça vous a touché. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.